RBI, revenu de base inconditionnel. Le peuple suisse vote le 5 juin prochain sur cette question. Nous nous en débattons depuis 7h15 avec nos deux invités. Sergio Rossi, professeur d'économie à l'Université de Fribourg, et le conseiller d'État vaudois socialiste en charge du département de la santé et de l'action sociale, Pierre-Yves Maillard. Avec Thibaut Chalère et nos invités, on abordait la question, oui, de la philosophie de ce RBI, de ce texte, pendant les 10 précédentes minutes. Changement de paradigme, oui ou non? S'agit-il d'une meilleure redistribution des richesses? Là, on va essayer de se poser la question très concrètement du financement. Sergio Rossi, comment financer ce RBI? On ponctionne 2500 francs à chacun. Certains parmi les initiants parlent aussi de taxes sur les transactions financières. Tout ça est un peu farfelu. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Qu'est-ce que vous voulez véritablement? Comment voulez-vous financer ce RBI? Disons que les propositions que vous avez évoquées sont farfelues dans la mesure où c'est pas comme ça qu'on va pouvoir sortir de l'impasse que justement les opposants font remarquer. Si on prélève dans les salaires de 1500 francs suisses, c'est pas efficace, c'est pas efficient, c'est même inéquitable. Si on introduit une taxe sur les transactions à travers le système de paiement, c'est pas non plus efficace. Ma proposition est claire, il faut prélever sur les salaires mais aussi sur les profits un certain pourcentage avant de les verser à leurs titulaires, donc les travailleurs et les propriétaires des entreprises, et ce pourcentage pourrait être de l'ordre de quelques 30%. Sur tous les salaires, de manière... Sur l'ensemble, avant de verser un salaire, on prélève à peu près un tiers de ce salaire. Et avant de verser les profits sous forme d'intérêts, de dividendes, de rentes, etc., on va aussi prélever 30%. Ce qui fait qu'on peut financer facilement quelques 170 milliards de francs suisses de cette manière-là. Et M. Maillard devrait être content. Cela permettrait de réduire les inégalités de revenus. Oui. C'est-à-dire que les très hauts revenus vont être mis à contribution davantage que les très bas revenus qui, eux, recevraient davantage de ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Alors, Pierre-Yves Maillard, sur ce mode de financement, qu'en dites-vous ? C'est une solution de financement, disons, 30%, c'est pas tout à fait rien quand on voit que moi j'ai dû me battre, par exemple, parce que moi j'essaye d'être concret, puis de temps en temps de faire avancer les choses. Je trouve que la gauche, de temps en temps, elle doit gagner, elle doit faire des progrès. C'est ça notre histoire. Par rapport à ceux qui veulent changer le monde, il y a ceux qui le changent vraiment, puis il y a ceux qui disent qu'ils veulent le changer. Mais le changer vraiment, c'est de temps en temps gagner. Alors j'ai dû me battre pour faire des PC familles, des prestations complémentaires pour famille, c'est-à-dire c'est des aides sous condition d'avoir des enfants en bas âge, d'avoir un revenu modeste. Par exemple, c'est notamment beaucoup de femmes seules qui élèvent des enfants qui ont obtenu cette aide. La cotisation pour financer, alors il y a une part d'argent public qu'on prend, mais une part d'argent en provenance des salaires, c'était 0,06% du salaire sur les salariés et l'équivalent sur les employeurs. Ça a été un combat. J'ai eu un combat féroce à mener pour gagner. On l'a gagné. Et puis maintenant, il y a 13 000 personnes qui bénéficient de cette aide. Voilà. Mais là, ce serait tout le monde au RBI, oui, tout le monde à 2500 francs. Là. Alors, il n'y a plus besoin de se battre pour des PC familles. Mais non, parce que les initiants ont bien compris que s'ils disaient que c'est tout le monde à 2005, c'est une baisse, ça veut dire que c'est une baisse de l'assurance chômage, parce qu'il y a des chômeurs qui ont plus que 2500 francs, parce que l'assurance, justement, couvre une partie de la perte de gain, c'est-à-dire de l'ancien salaire, c'est 80 ou 70% de l'ancien salaire. Donc, si on mettait tout le monde à 2005, ce serait une opération antisociale, pour tout vous dire. Parce qu'on baisserait... C'est pas de ça dont Alors, je sais, j'ai lu le site. Alors, dans le texte, on voit rien de tout ça parce qu'il est tellement court que c'est pas réglé. Mais dans les commentaires du texte, les initiants disent non, l'assurance chômage continuerait d'apporter des compléments, de même que les PC familles ou les. Donc ça veut dire que tout le dispositif d'aide sociale qu'on connaît devrait persister. Que les prestations sous condition de ressources devraient persister, pas de manière simplifiée, parce que vous devrez quand même vérifier que les gens remplissent les conditions, que les chômeurs remplissent les conditions pour avoir droit aux allocations chômage. Donc la solution du financement, on peut en discuter. L'idée de M. Rossi est peut-être discutable, elle aurait peut-être dû être mise dans le texte. Et puis surtout, et encore une fois, elle ne corrige pas le fait que cette initiative n'apporte pas d'amélioration de prestations. L'un des points de débat de cette initiative, c'est l'impact sur la société, donc ceux qui pourraient bénéficier. On a parlé des femmes au foyer, des étudiants, des sans-emploi qui pourraient véritablement bénéficier de ce RBI. La question est de savoir si ça les inciterait à travailler, à investir, à créer leur entreprise, pourquoi pas, ou au contraire, ça les maintiendrait à la maison. Ça, c'est la question qui est agitée, en tout cas par les opposants. Les femmes au foyer, par exemple, ne seraient pas encouragées à travailler. Sergio Rossi, sur ce point, quel est l'impact de ce RBI sur les femmes au foyer? Non, je pense que les femmes au foyer
d'un côté, il faut les rémunérer parce que c'est quand même un travail qu'elles font et qui apporte du bien-être à la famille, mais je dirais à l'ensemble de la société, parce que si le mari rentre à la maison le soir après avoir travaillé toute la journée et trouve que le ménage est comme il faut, je pense que le lendemain, il va être encore plus motivé au travail parce qu'il sait qu'à la maison, il y a quelqu'un de confiance, je dirais. Et puis, les femmes au foyer pourraient aussi ensuite trouver une place de travail à temps partiel. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui en parlait, mais avec un salaire correct, digne de ce nom, alors qu'aujourd'hui, parfois, ou très souvent, les femmes au foyer sont obligées d'accepter n'importe quel travail à n'importe quel salaire et qui n'est pas digne de ce nom. Sergio Rossi, à part l'effet éventuellement contre-productif des femmes au foyer qui seraient plutôt incitées à rester à la maison, on sait que si la loi passait, ce serait le Conseil fédéral et le Parlement, évidemment, qui devraient la mettre en œuvre. Quelle garantie est-ce que vous avez, Sergio Rossi, que la majorité bourgeoise n'en profite pas justement, et là, autre effet contre-productif, pour baisser les salaires? Pourquoi est-ce qu'ils contraindraient les employeurs à payer leur part, par exemple? Là, vous avez des garanties à nous offrir? Non, pas du tout, mais c'est clair que le projet, si le vote du 5 juin était positif ou favorable à l'initiative, ce qui ne sera pas le cas, si le projet passait à la rampe, il faudra déjà en discuter au niveau du Parlement, et la loi que la majorité du centre-droit va risquer d'approuver risque de torpiller ce projet. Mais je pense que ce ne sera pas ce Parlement, mais dans peut-être 10-15 ans, qui va discuter de cette loi, et je pense qu'il y aura de plus en plus de possibilités d'intervenir, même au niveau, je dirais, de la population, parce qu'il y aura des référendums, des initiatives qui peuvent être lancées si la loi d'application de ce principe s'avère farfelue ou contre-productive. Donc, on a le temps, mais il faut y réfléchir et en discuter de manière sereine, mais aussi correcte au plan factuel, je dirais. Alors, on a une autre question d'un auditeur qui parle des économies éventuelles occasionnées par ce RBI. On l'écoute. Et concernant le financement, les taxes sur les transactions financières sont-elles envisageables? Ou le démantèlement de l'AI et des services sociaux? On parle des coûts, mais qu'en serait-il des économies de fonctionnement? Ah voilà, les économies de fonctionnement. Sergio Rossi, puis après Pierre-Yves Maillard qui réagira. Ce serait quoi les économies de fonctionnement du RBI? Mais je pense que, je suis persuadé, le RBI permet de simplifier le système des assurances sociales. Déjà, on fait table rase de l'AVS, on fait table rase des problèmes que l'AVS va comporter de plus en plus en termes financiers. Pour ce qui est de l'assurance invalidité, de l'assurance chômage, celles-ci vont rester, mais je pense qu'elles vont être simplifiées aussi par le fait que l'assurance chômage, aujourd'hui, et de plus en plus, va être durcie pour essayer d'assurer un certain équilibre financier à sa caisse, à ses comptes. Et l'assurance chômage, notamment pour les jeunes, mais aussi pour les personnes qui arrivent en fin de carrière, est très difficile toujours à faire fonctionner parce qu'il y a des contraintes, il faut chercher du travail, il y a des gens qui arrivent en fin de droit et qui après sont laissés pour compte, tombent à l'aide sociale. Donc ceci est aussi un système qui stigmatise et qui est très humiliant pour les personnes qui doivent y faire appel. Et je pense de plus en plus les gens vont essayer de trouver une autre solution, et une autre solution ce serait celle du RBI. Je ne pense pas qu'on va démanteler le filet social, on va le renforcer, mais on va aussi le rendre plus efficace et plus efficient. Pierre-Yves Maillard, face à cet argument-là? Mais je ne veux pas accabler M. Rossi, mais il vient de dire que tout à coup, il veut démanteler l'AVS. Il veut faire table rase de l'AVS. Enfin, j'attends 2500 francs, c'est pas les prestations... C'est la rente maximale l'AVS. Oui, mais vous savez peut-être qu'il existe des prestations complémentaires, cher monsieur. Absolument. Et les prestations complémentaires, elles sont assez indispensables parce qu'avec 2500 francs par mois pour vivre, c'est quand même pas Byzance. Donc, il y a beaucoup de gens qui bénéficient des prestations complémentaires et c'est une prestation AVS. Donc ça, par exemple, j'espère que vous ne voulez pas le démanteler. Mais alors, pour l'administrer, il faut quand même une administration. Il faut quand même vérifier les conditions de ressources. Et quand on fait des remboursements, il faudra vérifier que les remboursements sont causés. Donc, du point de vue des économies, c'est ce que je dis depuis le début. Soit vous voulez niveler tout à 2500 francs. Et alors là, effectivement, il y a des simplifications, mais ça s'appelle une contre-réforme sociale. Soit vous voulez remplacer le premier socle de base de ces 2500 francs et vous maintenez toute l'administration. Moi, j'ai envie de dire autre chose, parce que le temps nous est compté. Oh, il reste encore 17 minutes. D'accord, mais je ne veux pas être dans la confrontation avec cette idée. L'un des enjeux qui est posé, notamment, c'est le rapport au travail. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas découpler le revenu du travail? Ça, c'est la question philosophique suprême. Oui, ça, j'ai dit ce que j'en pensais, mais le grand fantasme qu'il y a derrière cette initiative, c'est qu'il n'y ait plus de travail. Donc, il faut trouver une sorte de système de taxation des profits, des revenus, pour assurer un revenu aux gens indépendamment du travail. Il y a un gisement d'emploi qui est en train de monter, qui est en train d'exploser. C'est les services à la personne. On aura dans nos sociétés occidentales, et notamment dans mon canton, à peu près un doublement,
pas tout à fait, mais dans les 20 à 30 prochaines années, presque un doublement des personnes de 75 ans et plus. Ça veut dire qu'on aura besoin d'emplois pour les soins à domicile, on aura besoin d'emplois dans les EMS, dans tout le domaine de la santé, des services à la personne, des soutiens sociaux, de la lutte contre l'isolement de ces personnes. On aura des emplois à créer. Et on voit d'ailleurs le secteur de la santé et des services à la personne est un des gisements d'emplois qui progresse. On crée des centaines d'emplois par année. Là-dessus, il faudra un financement. Et moi, je pense que s'il y a des gens qui veulent réfléchir à l'avenir, qui veulent anticiper les 20 ou 30 prochaines années, trouver un mécanisme de financement intelligent pour garantir des services à la personne de qualité pour cette phase de la vie qu'on est en train de conquérir, c'est-à-dire des années de vie gagnées en plus pour qu'elles soient de bonne qualité, ça, ce serait un enjeu. Donc, il ne faut pas avoir peur qu'il n'y ait pas de travail, il y aura des choses à faire, mais il faudra trouver des systèmes de financement intelligents, fins, progressifs, pour garantir que ce travail-là soit solvable. Ouais, alors là, vous constatez du côté des défenseurs du RBI la disparition progressive du salariat, et donc du coup cette idée de découper le revenu du travail. Au fond, Pierre-Yves Maillard nous dit pas du tout, le travail ne va pas disparaître, il y a même des nouveaux emplois qui vont être créés, y compris du côté des emplois digitalisés, entre guillemets. Sergio Rossi, certains gèrent des communautés sur des réseaux sociaux, d'autres développent des personnages de jeux vidéo, d'autres vivent grâce à des photos postées sur Instagram par exemple. Donc la digitalisation amène aussi des emplois. Pourquoi postulez-vous que les emplois et que le travail va disparaître, Sergio Rossi ? Mais tout d'abord, je suis d'accord avec M. Maillard que les services à la personne, notamment les personnes âgées, vont avoir de plus en plus d'importance. Mais au-delà de la question du financement qui est relevante, je dirais, il faut aussi s'occuper d'abord, je dirais, de la formation. Et si on regarde le système du RBI, cela va permettre aussi de pousser plus de jeunes à se former dans ce domaine qui a un avenir, qui est porteur, mais qui, en l'état, a peut-être des problèmes aussi du niveau de salaire ou d'accès au marché du travail. En ce qui concerne votre question, je dirais que le travail ne va pas disparaître, il va se transformer, mais il y a de plus en plus de travail gratuit. Vous avez évoqué Instagram, on peut évoquer Facebook et d'autres applications Internet, je dirais. Là, souvent, nous, en tant que consommateurs, nous livrons des informations à Facebook et à d'autres serveurs qui sont gratuites, mais que Facebook utilise pour engranger des profits. Donc, il faut rémunérer tout travail. Et il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, seulement 40% des activités qui concernent le travail sont rémunérées. 60% ne sont pas rémunérées, sont gratuites à quelque part. Et donc, je pense que les socialistes devraient aussi s'occuper de faire en sorte que tout travail reçoive une rémunération adéquate. Et si le travail est déguisé par des formes aujourd'hui assez évidentes à déceler, il faut quand même changer de paradigme pour dire, alors, on sort de cette logique que le travail est salarié et rien d'autre pour aller vers une logique d'existence, comme on disait tout à l'heure. Et donc, toute personne qui existe en Suisse, qui fait partie de la population résidente permanente, a droit à un certain montant, qui est peut-être trop élevé, 2500 francs, mais qu'il s'agit de discuter un jour pour savoir à quel niveau le fixer. Une question qui est arrivée, je crois qu'elle est pour vous directement, Sergio Rossi, on l'écoute. Et si des robots prennent la place des hommes, qui donnera les 2500 francs ? Les robots ? Excellente question. Ça me renforce dans ma conviction qu'il ne faut pas juste ponctionner dans les salaires, mais il faut ponctionner aussi dans les profits. Les entreprises qui vont remplacer des travailleurs par des robots vont engranger des profits. C'est d'ailleurs la perspective qu'elles ont s'ils font cette démarche. Et donc, il faut imposer aussi les profits et pas simplement les salaires. Et être aussi conscient du fait que si les robots, par exemple, dans l'industrie automobile, construisent des voitures, les robots de plus en plus vont aussi conduire les voitures, mais les robots ne vont jamais acheter des voitures. Donc, un socialiste comme M. Maillard devrait être content si on fait appel à cette image, parce que la prochaine crise de surproduction va s'avérer dans le domaine que je viens d'évoquer. Il y aura trop de voitures, trop de biens que personne ne peut acheter parce qu'il n'y a pas de revenus, et donc il y aura des problèmes aussi en ce qui concerne le chômage. Pierre-Yves Maillard, là on n'est pas dans la science-fiction, on est dans des choses qui nous concernent déjà. On parle d'ubérisation du monde. Au fond, les robots ne payeront pas d'AVS, donc il faudra bien assurer les choses autrement, non ? Oui, mais c'est ça qui est intéressant quand même dans cette initiative. J'ai dit ce que j'en pensais, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de poser un certain nombre de questions de fond. Et moi, je vois des contradictions, alors pour le coup, dans ceux qui défendent ce système économique sans changement profond. C'est effectivement la crise de surproduction constante dans laquelle on se trouve. Pourquoi il y a une crise de surproduction ? Parce qu'il y a une capacité à produire des biens et services de manière toujours plus efficace, grâce notamment à la robotisation, à la mécanisation. On gagne en productivité chaque année, à part quelques phases de récession, mais en gros, la productivité, la capacité à créer des richesses avec la même heure de travail humaine, elle est chaque année un peu plus forte. Donc, on produit plus de richesses matérielles ou immatérielles.
Mais du côté du pouvoir de consommer, c'est-à-dire d'acheter ces prestations qui sont vendues, on a décidé, il y a 20 ans, en gros, qu'il fallait limiter le coût du travail, limiter le développement des assurances sociales, parce que justement, on met tout le monde en concurrence, toutes les places économiques, tous les pays en concurrence, sur le coût du travail et sur le coût, notamment, des prestations sociales. Donc, en mettant cette concurrence, en disant il faut éroder les mécanismes de distribution des richesses, que sont les salaires et les prestations sociales, on crée une incapacité à consommer. Alors, comment on remplace cette capacité de consommer que les gens n'ont plus? Par la dette. On a d'abord endetté les gens avec des cartes de crédit, puis après ça a explosé, puis maintenant on a endetté les États qui ont repris cette dette, puis quand les États pourront plus, alors maintenant on fait de la monnaie, parce qu'on a demandé aux banques centrales de développer de la monnaie. Alors cette monnaie, ils essaient de l'ingérer dans l'économie par les banques, mais les banques, s'il n'y a pas d'activité, ils ne savent pas à qui prêter cet argent. Donc la dernière grande idée, c'est de faire Helikopterengeld, vous avez vu ça, on dit maintenant les banques centrales devraient donner de l'argent directement aux gens. Mais je redis de nouveau, soyons un tout petit peu pragmatiques. Il suffirait de relancer le progrès social, c'est-à-dire de relancer des mécanismes d'assurance sociale rigoureux, de les améliorer, et là, on créerait de la capacité à consommer. Mais ça nécessite des combats et un minimum de consensus international, j'espère qu'il va commencer à monter. Alors, Sergio Rossi, ça c'est une question qu'on doit poser aussi, qui doit et peut bénéficier de ce RBI, et au fond, parce que ce n'est pas véritablement défini, Thibaut Chalère, hein, vous nous l'avez vaguement esquissé, mais qui peut bénéficier de ça? Alors, dans le texte de l'initiative, on parle de population, certains initiants disent donc tous les résidents, puis un calcul qui a été fait, peut-être pas tous les résidents, en conférence de presse, certains initiants ont dit seulement ceux qui ont au minimum le permis C, ça pose toute la question là autour de l'appel d'air, et puis de la Suisse. Peut-elle être une île au milieu de l'Europe avec un revenu de base? Là, il y a des questions qui sont encore en suspens. Sergio Rossi. Oui, c'est clair, c'est des questions en suspens, des questions importantes. Mais comme pour l'aide sociale en Suisse ou l'assurance chômage, il faut être résident en Suisse à partir d'un certain nombre de mois, voire d'années. Je pense que pour le RBI, ce sera similaire. Il faut être résident en Suisse, avoir contribué donc à l'économie et à la société suisse pendant au moins 5 voire 10 ans, sans avoir forcément le passeport suisse, mais il faut être quand même dans la société suisse et y avoir contribué avant de toucher ce RBI. Et puis pour les mineurs, pour les enfants, je pense que c'est important aussi pour quelqu'un qui s'intéresse de la démographie, de faire en sorte que la pyramide des âges soit renversée. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui cotisent à l'AVS, par exemple, pour les personnes à la retraite. Alors il faudrait changer de mettre la pyramide à l'envers. Et aussi pour les familles, il y a de plus en plus de familles dont les deux parents doivent travailler pour arriver à la fin du mois. Et là aussi, pour les enfants, je le vois au niveau des étudiants, parfois les familles sont un peu éclatées ou sont complètement éclatées. Et donc les enfants aussi ont des problèmes, je dirais, sociaux et personnels. Et le RBI pourrait pallier en partie ces problèmes. Oui, Pierre-Yves Maillard, c'est vrai que la pyramide des âges marche sur la tête. Il faudrait la remettre dans le bon sens, pour l'AVS notamment. Là, c'est un argument en faveur du RBI. Alors, je n'ai pas compris en quoi, mais d'abord... Les jeunes cotisent de moins en moins, au fond, à l'AVS. Il y a de moins en moins de jeunes, il y a de plus en plus de vieux. Ça permettrait d'égaliser tout ça. Mais en principe, qui peut le plus, peut le moins. Si on est capable de trouver une taxe à 30% sur tous les profits, on devrait pouvoir trouver les quelques bouts de cotisation qui permettraient de financer l'AVS. Mais c'est pas un modèle du passé, ce modèle des trois piliers. On peut pas dire. C'est pas un modèle conservateur. Écoutez, on peut quand même pas dire qu'on n'est pas capable de financer l'AVS, mais on veut financer un revenu de base inconditionnel. À un moment donné, c'est tellement contradictoire. Mais est-ce qu'il ne faut pas abandonner, là je vais très loin, dans 5, 10, 15, 20 ans, est-ce qu'il ne faut pas abandonner, est-ce qu'on ne devra pas abandonner à terme l'idée des trois piliers? Vous savez, monsieur Maté-Doré, la politique, c'est difficile. C'est un art difficile, patient, obstiné, c'est pas toujours enthousiasmant. Il y a toujours des gens qui, face à ce travail fastidieux de conquête progressive, pas à pas, se disent « Ah, mais après tout, allez, on fait table rase et on part sur toute autre chose. » Et puis la après, politique, c'est aussi développer l'utopie. Ils échouent, puis après ils se fatiguent, puis ils passent à autre chose, puis ils reprennent l'usine de papa, puis ils continuent à regarder le monde comme il est. Moi, je suis pour qu'on s'engage sur la longue durée, de manière patiente, progressive, et qu'on réussisse des choses. Et on peut réussir des choses. Et il y a des choses à changer. Par exemple, comme l'a dit M. Rossi, le soutien aux jeunes qui se forment. C'est absurde. Aujourd'hui, un jeune de 18 ans, il a droit à l'aide sociale indépendamment de toute contribution de ses parents quand il fait rien. Mais quand il se forme, les bourses d'études, c'est très difficile à obtenir. Chez nous, fort de ce constat, on s'est battu, on a essayé de convaincre le Parlement, on a augmenté de 50% le budget des bourses d'études. Rien qu'en essayant de montrer la contradiction qu'il y a entre l'aide sociale et la logique des bourses. Et on est en ce moment en train de parler devant mon Parlement pour vraiment changer complètement le paradigme de l'aide sociale et en faire un vrai
service public d'accompagnement vers la formation professionnelle. Donc il y a plein de choses à faire. Mais franchement, à quoi bon se ramasser une claque à 90% sur une idée aussi, enfin 80, ou j'en sais rien, sur une idée qui est aussi mal pensée et qui est aussi en contradiction avec la tradition historique de nos conquêtes. On revient à ce qu'on disait, c'est du temps perdu, au fond, Sergio Rossi, avec votre texte. C'est clair que c'est une belle utopie, ça donne l'occasion d'en philosopher un peu sur la question, 3/4 d'heure sur la première. C'est vrai que c'est tout à fait passionnant, mais au fond, c'est du temps perdu. C'est pas comme ça qu'on avance la politique, c'est des petits pas, c'est du concret, et c'est comme ça qu'on va réussir. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là? Non, je ne pense pas. Il faut les deux. Il faut des petits pas. Et j'approuve la démarche de M. Maillard. Mais il faut aussi être visionnaire et avoir une vision de long terme. Parce qu'avec les petits pas, on risque d'aller sur un chemin qui est rebattu, qui est le paradigme actuel, mais qui pourrait nous mener droit dans un mur. Et je pense que la société change. L'AVS a des problèmes de financement parce qu'elle est financée par le travail, par les cotisations sociales des travailleurs et de leurs employeurs. Mais le travail va quelque part être difficile à conserver en partie. Donc, il faut financer le RBI, non pas juste par le travail, donc par les salaires, mais aussi par le capital, entendez les profits. C'est une question aussi d'éthique sociale et je pense que M. Maillard devrait être sensible. Je suis d'accord avec ça. J'ai proposé une idée dans un petit bouquin que j'ai fait, par exemple, c'est de dire on pourrait faire une taxe, ou plutôt une cotisation sociale sur les dividendes, par exemple. Il y a une méthode simple, c'est l'impôt anticipé. On pourrait le majorer. L'impôt anticipé, il est prélevé à la source sur la distribution des revenus du capital. Eh bien, on pourrait imaginer de le majorer quelque peu, et puis cette part majorée, de ne pas la rembourser au moment de la déclaration d'impôt. Il y a des méthodes proposant des choses comme ça, organisant des jeunes enthousiastes pour changer le monde sur des idées comme ça. Parce que si on arrivait effectivement à prendre un tout petit peu de cotisation sociale, aujourd'hui, un rentier qui vide sa rente et qui vide ses dividendes ne contribue pas à l'AVS. Pourtant, il la recevra. Donc là, il y aurait des idées à creuser. Et moi, je suis partisan que ceux qui ont de grandes idées essayent de trouver des coalitions, des alliances pour qu'on puisse gagner. Parce que, vous savez, pour réaliser de grandes réformes, il faut de temps en temps donner aux gens l'espoir qu'on peut y arriver. Et pour l'espoir qu'on peut y arriver, il faut de temps en temps des succès. Voilà, Pierre-Yves Maillard, je crois qu'il faut que je rentre 2 minutes à Sergio Rossi. Vous avez beaucoup parlé, mais à juste titre. Sergio Rossi, on le disait, ça va être probablement un gros échec en votation populaire le 5 juin prochain, en tout cas les sondages le disent. Et ensuite, vous allez faire quoi du côté de cette idée? Elle sera abandonnée pour un certain nombre d'années, définitivement. Comment continuer le combat de votre côté? Je pense qu'il faudra voir comment les jeunes vont voter. Si la majorité des oui viennent des jeunes, je pense qu'il faudra quand même s'occuper encore de cette question longtemps. Alors que si les jeunes vont voter contre cette idée, je pense qu'elle sera mise dans un tiroir pendant quelques années. Mais attention, parce que le chômage en Suisse n'est pas simplement celui que les chiffres de la statistique officielle montrent. Le chômage pour les jeunes, mais aussi pour les personnes qui sont en fin de carrière, risque d'être de plus en plus élevé. Il y a aussi du chômage déguisé dans la mesure où si je travaille avec un contrat à temps partiel, peut-être j'aimerais travailler davantage et en quelque part, je suis aussi au chômage. Donc la question du chômage va être la question principale. Et je pense que les socialistes devraient s'en occuper mieux et davantage. Et s'il y a du chômage qui pose un problème majeur à la société, c'est aussi une question de stabilité financière et de stabilité économique. M. Maillard l'avait évoqué tout à l'heure justement. Les personnes, si elles doivent s'endetter pour consommer, ça pose un problème en tant que débiteur, mais ça pose aussi un problème aux créanciers. Si le problème devient systémique, c'est la Confédération qui doit intervenir, peut-être les contribuables finalement. Et il y a un risque majeur d'implosion de l'économie, mais aussi de la société, de la stabilité, de la cohésion sociale. Et en Suisse, on ne devrait pas pouvoir aller dans cette direction-là parce que c'est très dangereux. Oui, mais alors, plus concrètement, cette idée va être abandonnée. Vous allez relancer un RBI 2.0 dans quelques années. Comment ça va se matérialiser, tout ça? Mais moi, je ne suis pas dans le comité d'initiative. J'ai été sollicité pour donner une expertise scientifique et depuis lors, je m'intéresse de près à cette question-là. Mais je pense que c'est une question de société dont les économistes devraient aussi se soucier parce que c'est quand même la société d'avenir qu'on est en train de modeler. Et je pense que le financement du RBI ou le financement de la consommation des ménages, c'est des questions essentielles qu'il faudra toujours garder à l'esprit parce que sans la consommation des ménages, il n'y a pas de système économique. Les entreprises ne peuvent pas toutes exporter vers les marchés internationaux. Donc, il faudra aussi que les entreprises se soucient de la consommation domestique et que l'État aussi soutienne celle-là par des dépenses publiques à la hauteur des défis parce qu'on ne peut pas juste couper dans les dépenses publiques parce qu'on a moins de recettes fiscales, notamment suite à la réforme numéro 3 de la fiscalité des entreprises. Il faudra trouver quelque part un compromis. Le service public doit rester, non pas pour des raisons idéologiques, mais parce que l'État est
un acteur majeur du système économique, il ne peut pas juste se contenter de fixer les conditions cadres, parce qu'on a vu que l'économie laissée pour elle-même, le marché, lui, n'arrive pas à trouver des solutions optimales. Le marché va imploser. On l'a vu avec la crise financière globale, on l'a vu avec la crise de la zone euro. L'économie de marché doit être quelque part accompagnée par l'intervention publique, mais de manière efficace et efficiente.